tout à l'heure a été très passionnante, en fait, avec beaucoup de discussions et d'échanges. C'était vraiment constructif, je dirais. Donc, comment je vais me présenter très, très facilement? Je dis, je suis dans l'ordre canadienne, française et suisse. Je vais me tromper. J'ai fait toutes mes études à Montréal, McGill, l'Université de Montréal, et puis finalement CAM pour mon PhD. Donc, la philosophie, on va dire, de l'Institut que je représente ici est vraiment ancrée dans notre pragmatisme, je dirais, canadien, québécois même. C'est-à-dire, j'ai été formé en sociologie, psychologie, je lis dans l'ordre aussi, ethnologie, économie finalement, puisque j'étais en sciences humaines, qui est une discipline de l'action, mais également au pragmatisme. Donc c'est extrêmement important de voir que je ne vais pas vous parler d'éthique en général, je vais vous parler de pragmatisme. Donc, si ça veut bien bouger, pour l'heure. Excusez-moi, ça n'a pas l'air d'être allumé en fait. Voilà, Allô? ça va m'obliger à aller de l'autre côté. Oui. Bon, c'est pas grave, ça n'a aucune importance, je vais faire comme ça. Si je veux, ça Ok. ne bouge pas non plus. Ça fait d'accord. Ça lâché, on dit bon. Ça fait. Et voilà. Voilà. Bye bye. Salut. Ok. Donc, je vais vous parler très rapidement, hein, parce on va garder un temps pour les questions quand même. Donc, de l'Institut, puis je vais vous parler effectivement de ce qui s'applique aux étudiants, mais surtout aux chercheurs, parce que je peux vous dire que depuis 2008, on a arrêté, ça a été suffisant, 2010 à peu près, c'est pris en charge les étudiants par les universités, dont nous donnons des conseils, mais nous nous concentrons à l'Institut sur ce qui est la fraude et le plagiat des enseignants et des chercheurs, ce qui est la gravité de notre métier. Donc, les questions qu'on me pose parfois, mais je devrais le mettre à l'imparfait parce qu'on me les pose de moins en moins, c'est une logique de quelles sont les sanctions, comment contrôler, existe-t-il des logiciels pratiques, puis comment faire la dénonciation, comment être sûr que tout le monde dénonce. Nous répondons beaucoup, et c'est ça qui est l'intérêt, c'est comment former des veilleurs d'intégrité, que ce soit des jeunes chercheurs, même des étudiants eux-mêmes, des professeurs, comment les former à l'éthique et à la responsabilité, c'est ce dont nous avons débattu. À l'éthique, il y a des centaines de cours d'éthique, mais ce sont des cours formels de ce qu'il faut faire et pas faire, plutôt la responsabilité pour le futur, et puis essayer d'élaborer un langage commun pour une université finalement qui est globale, qui n'est pas simplement Laval ou qui n'est pas simplement canadienne, mais qui est internationale aussi. Donc la génération qui nous fait souffrir actuellement, c'est une génération de personnes au niveau des étudiants hyper connectés. Pourquoi je parle d'eux? Parce qu'ils nous arrivent dans les études de doctorat maintenant. Donc je vais me focaliser quand même chez les jeunes chercheurs. Là où nous appelons à acheter des documents, eux, ils appellent ça partager. C'est quand même intéressant comme donc, ce problème fait qu'effectivement, maintenant, il est tout à fait capable on est capable de faire des thèses de doctorat en téléchargeant une thèse, en la mettant sur DeepL Translate si on veut passer au travers des détecteurs. Donc, ce qui est un peu ennuyeux. Donc, en 2004, quand j'ai commencé, certains d'entre vous sont abonnés à ma lettre, donc je ne sais pas si vous suivez. Euh, donc, la question de recherche, à ce moment-là, en 2004, j'avais déjà ma carrière était faite, donc j'avais déjà à Genève, j'avais eu grâce à mes études au Québec le prix nord-américain de thèse dans ma discipline, yes, de l'UQAM, devant Northwestern, MIT et compagnie, j'étais assez fière, en français, pour une thèse en français. Euh, Ça m'est tombé dessus, je dirais. J'ai découvert un jour que 3 étudiants sur 4 que j'encadrais en master avaient téléchargé leur thèse.
Donc ça a commencé par les étudiants. Je me suis demandé comment on pouvait arrêter ça. Comme petit à petit, je me suis aperçu qu'il fallait créer bien au-delà d'un sujet de recherche, ça devenait un champ d'investigation. Tous les sociologues comprendront ce que je veux dire. C'était devenu un champ d'investigation, une épistémologie particulière, des objets de recherche et des méthodes particulières. Mais c'est peu à peu qu'on a découvert cela. Parce que peu à peu de partir, alors le site responsable existe toujours, mais c'est mon ancien site où il y a peut-être 40 cas dessus, puis des méthodes. Il est toujours ouvert, mais depuis que nous sommes devenus un institut, c'est-à-dire en fait une association scientifique en 2016, mes lettres sont beaucoup plus formelles, je me permets beaucoup moins des cas, je prends moins de risques aussi. On en parlait tout à l'heure, on en parlera peut-être des mauvais coucheurs. Actuellement, nous avons 2 questionnaires ouverts qui circulent au niveau international, donc l'intégrité académique au niveau des établissements, et puis au sein des formations doctorales, je ne vais pas dire école, parce que ça n'existe pas au Québec. Donc là, ça va, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal embarquent, donc vont remplir les questionnaires. L'idée, c'est de la France, on a fini, l'Espagne commence. L'idée, c'est de se retrouver à Coimbra pour notre colloque où nous ne voulons pas plus de 80 personnes pour discuter et comparer les pratiques de pays à pays, zone par zone plutôt, parce que prenez la France par exemple, la zone sud est très différente de la zone nord dans le traitement de ces questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter, vous verrez que nos questions de recherche ont beaucoup évolué. Dans nos enquêtes en 2011, déjà, quelque chose m'avait frappé, et ça, c'est le point d'accroche, mais c'est que on posait des questions ouvertes, parce que je précise que je suis issu de la méthodologie de la théorie enracinée dans les faits, donc je pose toujours des questions ouvertes, et c'est sur un champ de recherche aussi neuf que ça, un objet de recherche aussi neuf, on ne peut procéder que par induction. Si on essaye de faire des déductions, ça ne joue pas. Ceux qui me demandent quel est le pourcentage de plagiat, par exemple, je dis ça veut dire quoi? Qui dénonce, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ça nous oblige et c'est ce qui m'a passionné, c'est de faire de l'induction. Et quand je demande qui est le plus lésé par le plagiat, vous voyez, c'était ouvert. Donc voici les réponses. Et là, j'ai eu le premier choc qu'on ne voit pas, qu'on voit mais qui est caché par la table. C'est le lecteur. Je me suis dit, mais je ne parle pas de la même chose que les personnes de mon échantillon. Ils cherchent une approche d'individu à un individu, un dommage presque civil, okay, alors qu'en fait, moi, je travaille pour la connaissance et la personne qui est la plus lésée, c'est le lecteur qui a une fausse connaissance, ou même le professeur qui lit le travail est lésé. Et personne, pas un, ne m'avait dit le lecteur. C'est assez étonnant. Ça, par contre, ça n'a pas bougé. Si vous avez été un jour plagié, c'est une étude sur le plagiat, pas sur la fraude. Si un jour vous avez été plagié, vous savez très bien que 10 années ou 15 années après, vous éprouvez toujours ces sentiments. C'est extrêmement violent. Et c'est là, en 2011, où j'ai commencé avec cette étude à dire, OK, il faut que je m'entoure de collègues qui ont envie de travailler avec moi parce que c'est trop violent sinon. Les auteurs, bon là c'est à peu près tout le monde. Hein. Ça peut être le professeur à l'égard des étudiants, les étudiants, la société civile. Comment ils réagissent, et c'est là où on a mis en place nos premières méthodologies de médiation, c'est qu'en général ils parlent beaucoup. Tout le monde parle quand il y a un cas de manquement à la déontologie sans avoir vu souvent les preuves. Et donc là, ça pose un problème. Parce que imaginez que vous alliez voir quelqu'un qui vous plagie en lui disant tu m'as plagié. Qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, vous vous faites un ennemi, hein, au pire, il vous tue. Je ne sais pas, moi, c'est vraiment stupide. Mais ou le professeur qui prend un étudiant en train de plagier, il veut lui faire une leçon de morale. Mais attendez, qui est-il pour croire qu'il va changer 20 années d'éducation ou de problèmes. Voilà. Donc il fallait trouver les méthodes et en 2016, nous avons décidé de créer cet institut
qui est une association scientifique. Donc, nous nous adressons aussi, bien entendu, aux universités. Nous avons des adhérents individuels, je paye ma cotisation, ou institutionnels. Je vous passe tout ça. Ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait que toutes les personnes qui veulent rejoindre l'Institut me demandent si elles veulent travailler avec moi, ont ce sens de la responsabilité. Je vais beaucoup y revenir sur responsabilité. Être responsable, c'est assumer son pouvoir avec courage, accepter les conséquences potentielles de ses actes et non-actes. C'est-à-dire que si vous ne dénoncez pas le collègue juste à côté qui rajoute trois amis sur un papier pour avoir, avec des pratiques, vous êtes responsable des mauvaises pratiques. C'est aussi le lien social, c'est-à-dire qu'on est responsable du futur, c'est-à-dire des étudiants de doctorat que l'on forme, de la société future. Et puis finalement, ça s'est emprunté à Dupuis, c'est-à-dire que Dupuis, c'était avec la technologie va tellement vite que notre monde va s'écrouler. Donc tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut créer des thèses simplement en donnant 3 indications. C'est indétectable et n'importe qui pourrait fabriquer ça. Donc effectivement, si ceci se produit, ça peut vouloir dire à brève échéance l'explosion, l'implosion de notre monde de la connaissance. On a quand même mis 20 siècles à construire, c'est quand même un peu triste. Donc l'idée à l'IRAFPA, c'est qu'on ne peut pas parler de liberté académique si on ne parle pas en même temps de notre responsabilité. On a, voilà, aujourd'hui je suis en train de faire le plan 4, c'est-à-dire une conférence, un petit workshop tout à l'heure. Beaucoup de médiation et d'expertise et des certifications dont je vous parlerai. Puis la fameuse lettre où vous pouvez vous abonner. Voici le genre de certification que nous délivrons à des établissements. C'est le dernier au Monténégro. On va voir l'établissement, on les accompagne dans une démarche responsable pour mettre en place des dispositifs adéquats. Ça va du règlement à l'échelle des sanctions, à la communication, etc. etc. Maintenant, la responsabilité, c'est aussi aux études doctorales. Donc là, c'est pour ça que je ne commence pas au master. Dans cet exposé, je vais parler du doctorat. Parce qu'en fait, tout montre que c'est durant l'étude doctorale que tout se passe. C'est-à-dire que selon que la responsabilité du directeur de thèse ou du jury est extrêmement importante, mais aussi de l'étudiant, bien sûr. Quand je fais une recherche et que je regarde, je suis tout à fait, rappelez-vous, votre première rencontre avec vos objets de recherche, c'est totalement magique parce qu'on est sûr déjà, soit que tout le monde l'a déjà étudié, soit qu'on est les seuls à l'avoir étudié, mais en tout cas c'est magique. On comprend qu'on est un acteur. On va être un acteur dans sa discipline, dans son champ. On va apporter de la connaissance. Donc, c'est cet objet de recherche qui va faire que ça va vous donner une identité. Ça ne se voit pas, mais c'est jeu. Et c'est l'identité du jeu qui va vous donner une place dans le système. Donc, le système va vous reconnaître. Ah oui, exactement comme à la première conférence donnée par un doctorant, on dit « Ah, celui-là, il ira loin » ou « Bon, il y a encore du chemin ». À des simples phrases comme ça, on sait très très bien ce qu'on pense de l'avenir du doctorant et on ne se trompe pas. On se trompe rarement. Quand j'ai fait mon doctorat, Henri Mintzberg, la première semaine, après le premier cours, moi j'étais sûre, j'avais peur de ne pas être assez brillante, comme tous les étudiants en doctorat, et Henri Mintzberg avait dit « Ah, Michel Bagada, elle est outstanding, Mintzberg. » Et moi, et vraiment, j'étais tétanisée. Je dis, mais ce grand monsieur qui dit ça de moi, ça me fait plaisir parce qu'Henri Mintzberg, envoyé en mots, il se rappelle de moi 40 ans après. Ça fait plaisir. Donc, je ne l'ai pas eu beaucoup comme professeur. Imaginez l'inverse. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est autonome, on ne se laisse pas avoir par le système, ça fonctionne. Mais imaginez un étudiant de doctorat où le système est trop fort pour lui, où il attend que le système, en l'occurrence son directeur de thèse, lui dise quoi faire. À ce moment-là, il inverse tout simplement
Et c'est là où il va devenir opportuniste et c'est là où il va inverser la problématique. Et ensuite, toute sa vie, il va se demander, OK, qu'est-ce que le système attend de moi pour que je sois professeur assistant, pour que j'ai ce poste, pour que... Et donc, il va produire en fonction du système. Et là, il est fichu. Donc, la première des responsabilités, ce qui se passe à ce moment-là, c'est ça, c'est que nous avons une personne qui fait tourner dans l'autre sens. Il part du système pour produire des objets, et ces objets vont le déterminer. C'est comme ça qu'on a des jeunes chercheurs qui ne savent travailler. Ils disent « Ah, mais je ne m'éloigne pas du tout de mon sujet de recherche, parce que sinon je ne pourrais pas publier, il faut que je publie dans le mainstream, etc. » C'est comme ça qu'on a vu s'aggraver le Salami Publishing et tous ces problèmes qu'on n'avait pas du tout de mon temps. Ça veut bien dire de mon temps. Pourquoi ça? Tout simplement, le problème, c'est qu'on on n'a pas les mécanismes officiels qui résumeraient. Alors, je vais en parler tout de suite. Je peux en parler parce que c'est un cas qui a été jugé, donc il a été, les résultats sont connus, sinon je ne pourrais pas citer ce cas. Je ne vais pas citer la personne, bien sûr, mais un jour, l'Université de Grenoble, sa vice-rectrice recherche, a été prise en flagrant délit de plagiat pour des textes de 2015 ou 2012. Et les professeurs qui en sont aperçus ont essayé d'en parler au président qui n'a rien voulu savoir, qui a dit « moi je suis en droit, il faut que ce soit le plaignant qui le dise ». Et ils ont eu peur, ils m'ont dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc j'ai dit « ok, vous faites l'analyse selon nos normes ». Donc je leur donne la méthodologie. Et ils reviennent avec la méthodologie. Et à ce moment-là, je leur dis, écoutez, je vous la montrerai après la méthodologie. Vu ce que je vois la signature, parce que tout fraudeur a une signature, il refait toujours de la même manière. Il faut être inventif. Enfin, okay. S'il plagie ou s'il fraude, c'est qu'il n'est pas créatif. Donc vous vous doutez bien qu'il ne va pas être créatif dans sa manière de frauder ou plagier. Hein. Donc, une fois que vous avez trouvé comment il fait, vous êtes sûr qu'il fait tout le temps pareil. Donc j'ai dit, essayez de regarder comment cette personne-là écrivait en 2000, en 1990 et durant son doctorat. Et vous devriez retrouver la même signature. Effectivement, sur un dossier comme ça qu'ils ont remis, il y avait la même signature. Et là, j'ai eu, à part que c'était pas agréable pour moi comme situation, parce que on a essayé de m'attaquer en tant que personne, mais c'est pas grave. J'ai eu beaucoup de compassion parce que je me suis aperçue que cette personne qui était donc qui avait plagié, construit toute sa carrière sur du plagiat et à qui on a demandé après enquête de partir à la retraite, c'est quand même pas beau comme fin de retraite. Durant ses études doctorales, cette personne avait plagié même son directeur de thèse. C'est une personne qu'elle admirait tellement, quelqu'un d'important, qui est membre de l'académie de je ne sais plus, et qu'en fait, pour lui faire plaisir, elle essayait de faire des beaux travaux. Mais comme elle ne pouvait pas les faire, elle faisait du bricolage, elle prenait à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que j'ai de la compassion aussi, c'est que quand la marche est trop haute pour nos étudiants, soit parce qu'on ne leur donne pas assez d'informations ou parce qu'ils ne sont pas capables, la seule chose que nous allons faire, c'est leur apprendre à plagier ou à frauder. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui va les conduire, si on ne s'aperçoit pas de nos responsabilités, on y arrive, Julien, à ça, à la responsabilité, c'est ça ce que je veux dire. Si on n'arrive pas à ce sens de la responsabilité sur ceux qui deviennent, on va arriver là, vous allez reconnaître vos collègues, vos étudiants, à ce que l'on a trouvé. Donc là, je ne me suis pas trop fatiguée, j'ai fait l'analyse inductive, je me suis sur des étudiants qui avaient été interrogés en double aveugle. Ils savaient, moi je ne sais pas qui ils étaient et eux ne savaient pas, enfin ils savaient qu'un professeur allait le faire, mais j'avais aucun moyen d'eux. Longuement, par des étudiants qui étaient sur le terrain, sinon ils ne m'auraient pas parlé, je suis tombée sur des profils différents. Et en fait, il s'est trouvé que les profils, je pouvais très facilement les analyser à l'aide de deux éléments très pédagogiques, les valeurs et les normes.
ceux qui ne sont pas en sociologie, les valeurs, c'est l'ensemble des éléments culturels que l'on partage, comme qui n'ont pas besoin d'être écrits, comme respecter les personnes âgées, protéger les bébés. Et les normes, c'est par contre les règles que nous allons nous donner pour vivre en société. Donc, si vous voulez, dans les différents pays, donc vous avez immoralité, amoralité, puis un petit peu plus loin, là où vous devriez être tous, c'est-à-dire moralité. Ce qui va changer, ce n'est pas cet axe-là, mais c'est les normes. Il y a des pays où on est beaucoup plus laxiste et beaucoup moins, hein, donc ça va varier. Par exemple, en Suisse, très protestante, l'axe des normes, il est quasiment entre moralité et amoralité. C'est très formel comme morale. Dans d'autres pays, ça l'est moins. Donc, je vais vous parler des différents profils. Alors, pourquoi je vais vous parler des profils? Parce que tout le monde, ou presque, basé avant nos travaux sur les actes, les faits de plagiat ou de fraude qui appartiennent au passé. Et moi, je vais vous parler de comportement finalement. Alors, le manipulateur, je le reconnais de suite, c'est quelqu'un de très discipliné. On en a dans toutes nos disciplines. C'est celui qui est toujours d'accord pour se mettre aux tables de gala des officiels, être le webmaster de service, porter votre valise. Il y en a partout. C'est des gens qui connaissent très bien le système. C'est-à-dire qu'il va, par contre, il va manipuler en toute bonne foi. Il va être... À quoi je le reconnais? Je le reconnais au fait qu'il n'avoue jamais. Le manipulateur, j'ai eu ainsi l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est une personne qui me téléphone. Ah, je suis accusé de plagiat. Je dis oui, je sais, j'ai les documents sous les yeux. Oui, mais vous le savez parce qu'ils sont jaloux de moi. Je dis oui, mais enfin, il y a 2 chapitres de votre thèse qui sont la copie du livre de monsieur Untel. Oui, mais vous n'auriez pas dû le savoir, c'est parce que je vais devenir responsable du département. Alors, je dis oui, mais j'ai les faits. Et il n'arrive pas à admettre. Évidemment, si vous voulez, c'est intéressant parce que à ça, je les reconnais. Donc, je sais tout de suite qu'il faut que je n'entre pas en dialogue avec. C'est ce que je voulais dire pour ceux qui étaient là tout à l'heure, pour attention aux commissions. Dire on va appliquer les mêmes mesures dans les commissions d'intégrité ou quand il y a des plaintes. Oui, mais quand vous avez des étudiants qui sont des professeurs ainsi, euh, c'est intéressant. Donc un jour, il y a eu un psychiatre de l'Université de Lyon qui avait lu mon profil, parce que c'était il y a quelques années de ça, avec une lettre, et qui me dit « Ah, mais c'est intéressant, j'ai écrit un article, ce que vous avez trouvé par vos travaux, c'est exactement ce que j'ai trouvé avec les pédophiles. Moi, je m'occupe des pédophiles, je vais les voir en prison. » Quel rapport entre mes manipulateurs, plagieurs et le pédophile? Il me dit, c'est des personnes, les pédophiles, ils vous disent toujours, il faudrait tous les mettre en prison et j'ai toujours des bonbons dans ma poche. Waouh, je dis, c'est étonnant. Il me dit, ils sont à la fois très disciplinés et à la fois pervers, en fait, amoureux. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Il me dit, mais vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'ils ont un cerveau clivé. Vous n'avez pas, vous avez un cerveau qui est bien équilibré. Donc, ah bon, je dis, ok. Donc c'est intéressant ce qu'il m'a dit, parce que la question avec les manipulateurs spécifiques, c'est comment les soigner. Je lui ai demandé, il m'a dit, la seule chose, c'est leur montrer en face. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. La personne dont je vous parlais, il aura fallu qu'il y ait un document de 300 pages en face pour... sinon, c'était systématiquement ça. C'était la jalousie parce que je suis quelqu'un de haut placé. Et tout le monde écoute. Ils ont une autre particularité. C'est comme ils sont disciplinés, ils ont beaucoup d'amis, de copains, ils ont des clans. C'est de là que vient le problème clanique, des disputes qu'on a à chaque coup chaque fois qu'il y a des fraudes de plagiat ou des manquements à la déontologie. Les bricoleurs, c'est pas ça, c'est l'opposé. Hein. Les bricoleurs, là aussi on en a beaucoup, beaucoup autour de nous, c'est ceux qui sont très autonomes, donc qui vont faire du Lego avec les connaissances. Moi, je suis un bricoleur. Bien sûr que je prends les connaissances en sociologie, en philosophie, en physique,
en médecine même, j'en ai pris en biologie. Bah, j'adore ça, bricoler avec les connaissances. Je cite, bien sûr, je sais toujours d'où viennent mes connaissances. Le bricoleur, vous le reconnaissez parce qu'en fait, c'est celui qui il est créatif. Et là où je le reconnais moi de suite, c'est qu'il dit aussitôt comment ai-je, quand il se fait prendre, il ou elle, hein, bien sûr, ai-je pu être aussi bête? Étienne Klein, vous avez peut-être entendu parler, c'est un physicien français qui s'est fait prendre. J'ai dit, ah, Étienne est un bricoleur, parce que une première annonce du journal, c'était ah, mais j'ai été stupide, j'ai repris des travaux. Mais le lendemain, il avait pris un avocat. Le lendemain, c'est n'avoue jamais. Donc le lendemain, c'est j'ai pas plagié, j'ai pas. Voyons. On avait là aussi, nous, à l'Institut, on avait des preuves flagrantes. Et puis, je connais aussi à force, j'ai des. Don Vallée, qui était le rédacteur en chef du journal La Croix, je crois, qui m'a écrit, et il avait les preuves qui lui resservaient des articles. Mais Étienne Klein n'était, selon moi, un créateur. Simplement, vous avez tous des collègues comme ça, quelqu'un qui a réussi à faire 8 publications dans l'année, 2 livres, présider 3 congrès, 4 commissions, diriger un département, posez-vous des questions. Je m'en suis posé jusqu'à ce que 2004, où je me disais je ne dois pas être très intelligente avant de découvrir qu'on a le même temps, 24 heures par jour, besoin de dormir quand même. S'ils ont cette productivité, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Regardez combien vous êtes capable de produire par an dans des bonnes revues. Donc, le problème, c'est comment canaliser leur créativité et éviter que ça se délue dans trop de productivité. Ce pas des mauvaises personnes, les bricoleurs. C'est des personnes aussi à détecter dès le doctorat ou dès que c'est des jeunes chercheurs. Dès qu'on les voit faire 36 000 choses, être capable de leur dire là, t'en fais trop, tu vas fatalement tomber dans des. Le tricheur, alors très discipliné et assez amoral, ça dépend complètement du labo où il ou elle est. C'est-à-dire que c'est pas. Alors là, moi, je les reconnais parce qu'en fait, j'arrive jamais à leur parler. C'est toujours c'est mon directeur qui va vous parler. Il y a toujours des mandarins, comme on dit en France, qui prennent leur défense. C'est assez étonnant. Le problème, c'est qu'ils risquent de payer pour les autres. Je présidais la commission d'intégrité au Luxembourg pour le cas Carlsberg. Je peux en parler aussi, puisque c'est un biologiste. Il a fallu retirer retirer ses articles de Nature, de Cells. Alors, lui, j'en parlerai tout à l'heure, mais quand on a eu fini l'enquête, qu'on a décidé qu'il fallait proposer le renvoi, puisqu'on propose, on ne décide pas, mais on propose. Moi, tout d'un coup, on avait signé, puis je dis, mais il faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas eu épidémiologie dans son laboratoire. Ah non, on a fini. On a quand même été, ils ont été regardés, les 4 ou 5 ou 6 personnes qui travaillaient avec lui, ils étaient contaminés. C'est quelqu'un qui arrivait le matin qui disait, bon, voilà, j'ai écrit l'article, maintenant mettez les résultats derrière. En fait, ce qu'ils avaient appris à faire, c'était ça, c'est-à-dire écrire d'abord l'article, et puis après trouver les résultats. Vous vous doutez ce que ça donnait. Ils ont réussi, j'ai demandé 3 ans après ce qui s'était passé. Il y en a 2 qui étaient jeunes, qu'ils ont réussi à reformer, à déprogrammer, en les mettant dans des laboratoires honnêtes. Mais les plus âgés, qui étaient effectivement, qui avaient du mal à comprendre ce qu'était l'éthique, l'intégrité, ils les ont envoyés dans l'industrie parce qu'on ne pouvait pas les garder. Puis le fraudeur, il est vraiment facile lui aussi à voir. Vous l'avez, hein, encore une fois, qu'ils aient 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pareil. Le fraudeur, c'est un joueur. Donc il est complètement individualiste. Lui, il n'a pas des clans comme son copain manipulateur. Le fraudeur, il va vous dire de suite, ah, j'ai perdu. OK. Monsieur le recteur ou madame la rectrice, signez-moi une lettre de recommandation, puis je ne vous ferai pas d'ennui, là, je partirai de suite. Et qu'est-ce qu'ils font, les recteurs et rectrices? Ils ont envie de s'en débarrasser vite, hein. Pas que la presse s'en mêle.
Donc, oui. Et voilà. Et c'est comme ça que notre Carlsberg a quitté l'université de Genève où il a été renvoyé pour fraude en tant que chargé d'enseignement, en tant que, pardon, maître de conférence. Ensuite, il a été passé quelques années en Asie. Il est revenu professeur avec tous les honneurs à l'université du Luxembourg. Il s'est fait renvoyer par l'université du Luxembourg. Maintenant, il enseigne au Danemark. Puis s'il se fait renvoyer, il ira ailleurs. C'est pas un problème. Le fraudeur, il profite. Bah, lui, non, hein, parce qu'il est connu. Non, il est un peu connu, surtout qu'en biologie, quand un article est retiré, il y a 9 noms qui sautent. Bon, ça fait incroyable. Ben, c'est une femme qui a reconnu, qui est la première à soulever le cas, parce qu'en projetant des slides de l'article qu'elle avait fait avec Carlsberg, elle a reconnu exactement la même photo que sur autre chose qui n'avait rien à voir. Elle a dit waouh, c'est étrange, ça se superpose, donc en fait, il avait menti sur les données. Euh, mais c'est très compliqué. Donc là, la question, c'est comment le détecter à moindre coût, surtout au début du doctorat, pour l'exclure formellement de notre système. Parce que vous n'en faites pas, l'industrie, ils ont les moyens de se protéger. Nous, on n'a pas vraiment les moyens. Une fois que quelqu'un a écrit, rappelez-vous que les auteurs les plus cités sont ceux qui ont été rétractés, parce qu'ils sont toujours cités pour leur premier article, ils sont cités pour leur rétractation. Ils ont leur indice de notoriété qui est plus important. C'est très intéressant. Le risque, si on ne met pas des normes formelles ou si on n'en parle pas, c'est que nos bricoleurs qui sont à l'origine, qui sont juste tendancieux parce ils sont dans la moralité, ils ne sont pas dans la moralité, mais si vous ne mettez pas de normes, ils vont passer du mauvais côté. Donc, plus vous avez, c'est pas, donc c'est depuis Lyon, la fréquence et la visibilité de l'acte déviant influent sur la rapidité d'acquisition du caractère déviant. Alors, tous responsables. Aïe, hein, je fais un beau copier-coller. On est tous des. Enfin, on commence avec 300 cas à être un petit peu moins inexpérimentés, mais en tout cas, c'est des romans policiers qui arrivent sur les commissions, qu'elles soient pour les étudiants, pour les doctorants. Et dans ces romans policiers, euh, il y a toujours quelque chose qui s'appelle l'omerta. Pendant très longtemps, je me suis demandé d'où ça venait, mais en général, l'omerta, le fait qu'on ne met pas en place ou que les institutions refusent de mettre en place des politiques extrêmement sévères, euh, la seule façon de faire, c'est d'expliquer que si on laisse se dégénérer une situation avec un chercheur ou avec des doctorants, le plus bas coût sera 200 000 $. On avait fait l'étude pour un doctorat, une thèse c'était même pas ça, une thèse de master qui était plagiée par une autre université belge, ça en a été de France, et j'avais demandé les vrais coûts, les coûts de déplacement, de la commission, le temps perdu, les avocats, etc. On était arrivé à 200 000. Ah oui, un chercheur qui est pris dans une commission, c'est du temps qui passe pas en recherche, donc il a un coût. Il suffit de diviser son salaire par, par le nombre d'heures, hein. Ça se chiffre. Le deuxièmement, trop peu de succès, de suspects, le petit juge. C'est si on donne, et ça, il y a un petit problème au Québec parce que j'ai compris ça, puisque je clôture ma cycle de conférences par vous, parce que les commissions d'intégrité sont internes. Donc il n'y a pas, c'est tenu à l'interne. Donc finalement, le but finalement du président, souvent de ces commissions d'intégrité, c'est de chercher un coupable. Vous avez vu que pour moi, il n'y a pas un coupable, il y a une formation au doctorant ou avant à l'intégrité, et puis de refermer vite le dossier. Mais en réalité, c'est insatisfaisant. Donc Neuchâtel, c'est juste un cas. Je peux en parler non pas parce qu'il est clôturé, je pense qu'il est clôturé aussi, mais parce que toute la presse en en parlait. Les professeurs étaient tellement choqués que le plagieur, qui était quelqu'un qui avait utilisé un livre québécois pour
il avait juste remplacé que c'était au lieu, chaque fois qu'il y avait écrit PME québécois, ça devenait PME suisse. Voilà, il changeait juste, vous savez, par reply, là, vous changez, chaque fois qu'il y avait marqué Québec, ça devenait Suisse, et chaque fois québécois par Suisse, etc. C'est assez facile. Et donc, ils allons parler à la presse. Mais du coup, l'université s'est retournée contre les professeurs. Donc, si vous voulez, à chercher, au lieu d'avoir pris un bon président de commission qui aurait arrêté tout de suite ça, ils ont voulu refermer très vite ce dossier. Puis, résultat des cours, c'est une affaire qui a débordé dans la presse. Tout le monde était au courant. Donc, essayer de simplifier notre univers qui est très complexe, c'est une bêtise. Puis, les dossiers se referment jamais, puisque vous avez vu, c'est des comportements. En fait, les comportements, ils sont acquis. Une fois qu'ils sont acquis, celui qui disait j'ai pas plagié, je lui dis bah là, vous le savez parce que mes collègues sont jaloux. Et 4-5 ans après, on a eu une autre plainte parce il avait plagié dans 2 articles. Il avait plagié dans un article et il s'était lui-même autoplagié sur une deuxième publication. La rumeur, c'est tout le monde est au courant. Ça, je l'ai souvent entendu. Je suis un expert, j'ai eu un cas dans le passé. Je peux vous dire qu'on en a 300 et on en apprend tous les jours. Et moi, je continue. Tout à l'heure, j'étais là et je prenais des notes à écouter ce que me disaient les personnes. Quelqu'un qui veut se fixer un cas, c'est pas possible. Tout le monde a une opinion sur le dossier dès que c'est mal fait. Tous les collègues, ça met une ambiance déplorable. Et puis les blessures des cas de déontologie, de fraude ou de plagiat se font ressentir des années après. Donc exiger le silence, c'est se recentrer sur le médiateur. Et puis finalement, alors ça date d'avant la semaine dernière. J'avais mis l'acheter ou incompétence. Pourquoi est-ce que la difficulté que nous avons à ce que les universités ou les systèmes prennent en charge les fraudes et les plagiats de leurs chercheurs, je pensais que c'était de la lâcheté, oui, bon, j'ai pas envie de m'en mêler, ou de l'incompétence qui ne connaissait pas les méthodes. Et il y a un professeur français émérite, je crois vers Strasbourg, qui m'a dit non, qui m'a envoyé un mail en me disant non, non, c'est pas ça, c'est que les équipes de rectorat sont en place pour 4 ans chez nous, et donc ils commencent à s'occuper de l'intégrité la 4e année, donc c'est déjà trop tard. Ah, et j'étais assez contente. J'étais assez contente parce que là, j'ai rencontré une future rectrice durant mon cycle ici et à qui je disais ça et qui a assisté à ma conférence et qui a dit, moi, je veux que ce soit la première chose de mon mandat, c'est de mettre l'intégrité au cœur de la connaissance. Je dis, ouais, on se parle bien, c'est correct. Donc, ce qui est intéressant pour moi, pour nous, c'est que je fais des parties d'échecs tout le temps en simultané. Là, le dernier cas que j'ai traité, je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse, c'est envers l'Université de Bologne, mais en copie de ma lettre de présidente, il y a l'Université de Bologne où il y a la thèse c'est vraiment du plagiat, le dossier est quand même de 138 pages qui le prouve. Mais c'est également le président de l'université de la plaignante, c'est le directeur d'intégrité de l'université de la plaignante, c'est l'éditeur du livre où la thèse de la personne de Bologne a publié, mais comme qui par hasard c'est son directeur de thèse, il n'y a juste pas de conflit d'intérêt, vous voyez. Donc en fait la liste des personnes qui sont en copie et qui reçoivent, moi je me contente de dire, nous entrons en médiation. Mais lisez, faites-vous une opinion par vous-même, parce que sinon, vous ne voyez pas du tout où est-ce qu'on va. Rapidement, attendez, j'ai été vite c'est comment est-ce qu'on peut agir. Bon, déjà, il faut définir ce qu'est l'intégrité. D'accord ? L'intégrité, ce n'est pas voilà, un don du ciel. Hein. L'intégrité a 4 racines. Donc la morale dont je ne vous parlerai pas parce que c'est trop au niveau. Je ne peux pas aller former mes étudiants, et vous non plus, à une éducation qu'ils n'ont pas reçue à la morale. C'est trop personnel. La déontologie, par contre, ça m'interpelle. La déontologie, c'est le discours, c'est notre profession commune.
C'est nos règles dont nous ne discutons jamais. Je ne sais pas si vous discutez avec vos collègues. Je viens de finir 23 ans à l'Université de Genève. Je n'ai jamais parlé d'intégrité lors d'un débat avec des collègues. On parle de tout, mais pas de déontologie. Ça n'a pas d'obligation morale. La déontologie, sur 300 cas de manquement à l'intégrité, plus ceux de cette année, 80 à 85%, c'est des relâchements de la déontologie. Les petites négligences du quotidien. Simplement, c'est la négligence, peu à peu, arrive à des choses improbables. Comme ce directeur de, ça c'était en psychologie, qui dit qui écrit, donc c'est ça qui est, c'est le rêve de. Vous comprenez bien pourquoi je me suis intéressée à ce nouveau champ, c'est qu'en fait, la rumeur, c'était quelque chose, on n'avait pas de traces. Mais là, mon ordinateur, merci l'Université de Genève d'avoir un système hyper sécurisé, enfin j'espère, j'ai des dizaines de milliers de pages de mails, de confidences, de cas qui se sont accumulés en 16 ans. Donc on a ça. Et je peux vous dire que c'est, voilà, ce prof qui dit à son étudiant, écoutez, vous aurez votre master, mais il faut d'abord aller me recueillir les données pour ma recherche. C'est ça la tradition. Et quand l'étudiant dit, est-ce que je serai auteur? Non, ça jamais aucun. C'est pas parce que vous recueillez des données et les analysez que vous avez le droit d'être co-auteur. C'est pas ça la pratique universitaire. Il écrit ça. Il écrit ça. J'ai envoyé mon recteur en disant, c'était chez moi. Je ne traite pas les cas. Donc, on a des choses très étonnantes qui se pratiquent. L'éthique, alors l'éthique, c'est à l'américaine, là je le prends en tant que vraiment les règlements que l'on va former, c'est la définition du bon et mauvais selon le point de vue particulier de l'entreprise. Toute la discussion avant, quand on a dit que les étudiants pourraient signer de doctorat ou master comme lequel ce document est fait par moi, je suis, c'est une des chartes, l'un des éléments de l'éthique, c'est-à-dire qu'ils s'approprient ça. Mais cette proposition qui se fait à Genève, c'est pas faite ici. Ici, il y a d'autres choses qui sont mieux. Voilà, c'est vraiment des règles particulières. 15 à 20% des cas qui vont s'ajouter, c'est 27 dossiers. Dans 23 cas, on a une intervention directe et je vais vous montrer comment ça se fait. C'est vrai que c'est plutôt dans les petits laboratoires ou les petites universités qui ont des problèmes. Quand vous avez 40 ou 50 professeurs, ça va vite faire les histoires de famille, on lave notre linge sale en famille, puis, mais ce n'est pas les vraies fraudes. La responsabilité, et c'est là où je reviens, ça c'est les vrais cas, mais on est parfois bloqué. Par exemple, en France, vous ne pouvez pas retirer un doctorat. Il faut que ça, en Italie, ils peuvent. Mais il faut que ce soit le président de l'université, l'équivalent du recteur, qui porte plainte contre la personne, qui, je vous rappelle, est défendue par, elle est défendue par le service juridique de l'université. C'est juste un peu. Elle a droit à la protection juridique. Donc c'est intéressant de voir le. euh, donc la responsabilité, c'est un peu embêtant. Et puis il y a aussi la pression des classements, en fait, tout ce que vous connaissez, qui fait que ça se. Donc on fait cette étude pour regarder justement comment la responsabilité va être faite. Donc je vous montre la différence. Alors ça, c'est important pour ceux qui étaient dans la première partie tout à l'heure. C'est que vous voyez bien. Voilà, Julien, elle est là la réponse sur la responsabilité. La différence entre la manière dont c'est, je vais vous parler du plagiat en acte et en responsabilité. Ça, vous allez le trouver à peu près dans toutes les universités. C'est-à-dire la définition du plagiat en acte, ce que c'est. Bon, je vous donne, insérer résumer l'idée originale, traduire partiellement un texte, réutiliser un travail, utiliser le travail d'une autre personne, etc. Et maintenant, on regarde ce que c'est que le plagiat en responsabilité. Ça, c'est ça, le changement qui a fait que l'Institut est devenu ce qu'il est, et que là, vous allez dire, OK, j'adhère ou j'adhère pas.
Plagiat en conséquence. Le plagiat détruit les liens entre le futur et le passé en refusant l'accès au lecteur, l'accès aux sources du savoir. Le lecteur ne peut plus analyser nos données, sources et proposées. En fait, depuis l'aube de l'humanité, nous avançons, la connaissance avance parce que nous transmettons à ceux qui nous suivent nos sources. Et eux vont être capables, parce que la technologie a avancé, peut-être parce qu'ils sont plus malins que nous, peut-être parce qu'ils ont une autre culture, de réanalyser nos sources, qu'elles soient en histoire, en mathématiques, en biologie, tout ce que vous voulez, et de proposer de nouvelles interprétations. Donc, si vous coupez le lien, si vous dites c'est moi qui ai tout créé, ça veut dire que vous coupez le lien entre le passé et le futur de la connaissance. C'est donc l'acte le plus grave, selon nous. C'est l'acte le plus important. Deuxième conséquence, pas toujours. C'est une grille qui nous permet de décider. C'est le vol d'une création originale. Pardon, je sais que je ne devrais pas utiliser le mot viol pour les féministes qui me le reprochent, mais je suis une femme. Je peux vous dire que la violence de la personne qui se sent atteinte, si vous avez été un jour si vous avez été un jour plagié, vous savez à quel point c'est violent. Parce qu'en fait, votre œuvre créative, c'est une atteinte au droit de la personnalité. Ça ne se donne pas des droits de la personnalité. Troisièmement, c'est une fraude au système, puisque ça vous conduit à obtenir des positions, des diplômes que vous n'auriez pas eu. Vous prenez la place de quelqu'un d'autre quand même. Ensuite, ça porte atteinte à l'image de l'établissement. C'est bien de renvoyer des étudiants doctorants dans leur pays avec le sceau de l'université Laval, mais s'ils se conduisent comme des voleurs, une fois qu'ils sont rendus, on va dire « Ah ben, ils ont été formés là ». C'est tout, c'est grave quand même. Il ne faut pas croire que c'est... d'accord, etc. Donc en fait, si vous êtes dans une logique de la responsabilité, vous ne vous demandez pas la gravité de l'acte. C'est le président, je l'ai cité, mais le président de l'université, non, le président du conseil d'administration de Louvain, qui a plagié, enfin qui a fait écrire par quelqu'un d'autre qui a plagié son discours d'introduction, il a été obligé de démissionner. Et ça a zéro importance sur la connaissance. Tous les hommes politiques font écrire leurs discours par d'autres et de toute façon, c'est les mêmes discours. Il y a des bases de discours communs. Par contre, un professeur qui vole à son doctorant 5 lignes fondamentales de sa démonstration, ça peut détruire la carrière. Vous voyez, c'est quand on me dit quel pourcentage vous acceptez de plagiat. Ouais, je réponds quelles conséquences. Donc, partant de là, ce que nous faisons, c'est ça. D'abord, un dossier avec 3 colonnes. Vous avez qui a écrit, oui, là, ça a été un peu copié, ça c'est de l'autoplagiat, qui a copié et après, dans l'autre colonne, le mode opératoire ici. Donc, c'est là où ce sont des dossiers qui font entre 130 et 300 pages. Ensuite, j'ai eu une grande émotion, ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais cherché pendant des années comment qualifier le plagiat. Et quand j'ai fait à l'Université de Montréal, il y avait un professeur qui, en 1982, de McGill, philosophe, qui avait écrit un article sur le plagiat des étudiants. Il parlait de ça, qu'il y avait le type 1, pas de masquage élaboré, type 2, masquage par des techniques. Philosophe linguiste. Ah, il était assis là. Je ne sais pas l'âge qu'il a, mais il est beaucoup plus âgé que moi. Et j'étais tellement heureuse. Je lui dis, mais voilà, vous êtes là. Et il me dit, ah non, mais c'est devenu. Je dis, oui, mais je l'avais cité dans mon livre, bien sûr, pas là. Donc, pas de masquage, c'est-à-dire on copie-colle ou on résume. On ne cherche même pas à masquer. Processus de masquage pour des techniques simples. Résumé, vous écrivez 1850 au lieu de 1849. La personne dont je parlais tout à l'heure, elle avait écrit transformer une phrase, j'avais quand même grimpé dans les rideaux pour vous donner le style d'un auteur qui s'appelait Arras. Elle avait transformé la montagne fut le lieu de rencontre des dieux et des hommes. La montagne était le lieu de rencontre de Dieu avec un D majuscule et de l'homme avec un H majuscule. C'est pas du tout le même concept. Vous voyez, je suis pas dans cette discipline, mais c'est
c'est quand même trahir la connaissance. Donc, tout chercheur, quelle que soit sa discipline, est choqué. Donc voilà, c'est Maître Passif, au lieu de il poussa la porte de la boucherie, c'est il ouvrit la porte de la boulangerie. Voilà, évidemment, c'est. Ensuite, vous avez plus sophistiqué, c'est-à-dire c'est une mosaïque avec des patchworks. Ça, c'est très compliqué pour ceux qui font l'analyse, mais c'est des textes empruntés. Et puis c'est vraiment du postmodernisme sans l'humour du postmodernisme. C'est très triste, hein, parce qu'en fait, ils font quand même ça pour avoir des postes, des posteux, pas du postmodernisme. J'adore le postmodernisme, mais là, ça ne fait pas. Ou alors, voilà, j'ai eu un jour Edgar Morin, un sociologue qui était vraiment attaqué par ses collègues. Il avait plagié un livre d'Edgar Morin, et Edgar Morin qui m'écrit en me disant, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'admirer tellement quelqu'un qu'on le plagie? Ouais. Enfin, sur 200 pages, ça fait beaucoup d'admiration quand même, hein. Oui, monsieur Morin, mais enfin, normalement, on est censé s'approprier les idées d'autrui, les faire siennes, et puis pour les restituer, voilà. Voilà, donc ça, j'ai eu droit à ça. Et puis après, je reviens à mes conséquences. Quand vous avez identifié le type de plagiat, on cherche les conséquences. Et c'est en fonction des conséquences qu'on va déterminer. Vous voyez, ce n'est pas du tout la manière de procéder habituelle. On va déterminer la gravité éventuelle de la sanction. Donc, je vous donne un exemple valant 1000 mots. Donc, les actions suggérées doivent être proportionnées aux conséquences. Il est devenu un ami. C'est un homme français du plus haut niveau dans sa hiérarchie, que je ne citerai pas. Ce n'est pas un homme politique, qui avait fait une thèse de doctorat et qui dit Mediapart, enfin un journal qui est un peu d'extrême gauche puis qui attaque, risque de me dénoncer parce qu'il paraît que j'ai du plagiat dans ma thèse de doctorat. Est-ce que vous acceptez de l'analyser? Je dis oui, mais à vos risques et périls, nous on vous donne le résultat formel. Et en fait, donc on analyse la thèse de doctorat. Effectivement, si les journalistes étaient tombés dessus, avaient voulu attaquer, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait à peu près une 15 ou 20 pages qui étaient du copier-coller intégral d'un article qui avait paru dans Historia, peut-être pas autant. Enfin, ça faisait jamais que 3 à 4% de la thèse, mais c'était du plagiat textuel. Simplement, c'était du plagiat numéro 1, c'est-à-dire sans masquage. Et puis, ce n'était pas du tout le cœur de sa thèse. Et c'était quelqu'un qui, dans les profils, dans les comportements, n'a jamais dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». Alors que c'était évident que c'était des chiffres, c'était très ennuyeux, ça n'avait rien à voir. C'était le nombre de mémoire, c'était le nombre de personnes qu'il y avait dans le wagon numéro 33 bis qui était parti à Auschwitz venant de tel. Enfin, c'était vraiment du descriptif. Donc il avait manifestement donné à faire ça à quelqu'un qui avait copié à quelqu'un d'autre. Puis, autre élément, dans les conséquences, la personne plagiée, elle ne risquait pas d'être une pauvre victime puisqu'elle était membre du jury. À minima, elle aurait pu lire la thèse et puis demander les modifications. Donc en fait, en conséquence, la seule chose qu'il est resté, c'est le risque de nuire à son... Alors, on a conclu, plagiat formel, oui, sur tant de pages, mais pas de comportement plagiaire. Vous suivez? C'était ni un bricoleur, il n'était pas là-dedans. C'était un négligent. Donc on a conclu en disant négligence. Risque, si vous récidivez, de nuire fortement à votre institution. C'est intéressant. Parce qu'effectivement, on a eu un débat. La personne qui faisait l'expertise pour moi, je me rappelle, était « Ah, mais il a plagié quand même !» J'ai dit « Oui, mais essayez de comprendre la logique de la conséquence. » Ben, elle, non, hein, elle était dans la logique de la cause. Et en discutant sur les conséquences, finalement, on a conclu à cela. Mais ça serait parti, il n'aurait pas eu le courage de nous demander, et ça serait parti dans les journaux, la réputation était... voilà. Donc, conclusion, les fraudes et le plagiat impactent la société. Les publications, tout notre mode d'édition est remis en cause. Évidemment, nos organisations académiques.
C'est là où ça devient intéressant, c'est d'avoir cette approche systémique que nous avons et le plaisir, à part d'être interdisciplinaire, j'en ai beaucoup parlé, mais de parler au niveau individuel, des organisations et puis finalement de la société. Rappelez-vous que 500 à 600 articles sont retirés par an. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, non émergée, parce que les éditeurs, rédacteurs font tout pour ne pas vous entendre quand vous dites qu'il y a un cas. Ils veulent toujours vous envoyer les avocats. 725 000 personnes actuellement dans les programmes doctorats en Europe, c'est absolument impossible de les former à un comportement. Donc c'est là où il faut essayer de former et d'informer, puis d'accompagner les professeurs dans leur recherche d'intégrité, contre les sanctionner bien sûr. Et finalement, le but étant toujours de pacifier les communautés et d'avoir toujours beaucoup de compassion ou d'écoute pour la vue de chez moi. Je vous remercie. Je suis ouverte aux questions.